Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Jennifer Picci. Jennifer Picci est hypnothérapeute, coach et psychologue du travail. À travers cette interview, elle va nous expliquer ce qu'est l'hypnothérapie, comment se déroule une séance. Elle nous expliquera pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de l'hypnose, la différence aussi entre l'hypnose spectacle, comme pratiquée par Mesmer, et l'hypnose thérapeutique. Elle nous expliquera également pourquoi l'hypnothérapie peut être un très bon outil dans l'affirmation de soi. Elle nous donnera son expérience, comment l'hypnose l'a aidée à mieux s'affirmer, en particulier dans le domaine du travail. Et elle nous partagera aussi ses conseils sur comment savoir si on est tombé sur un bon hypnothérapeute. J'espère que cet épisode vous plaira. Je tiens juste à vous prévenir, au début de l'interview, on peut entendre un peu des grisaillements sur le micro de Jennifer. J'espère que cela ne gênera pas votre écoute. Je vous souhaite tout de même une très bonne écoute. Bonjour Jennifer. Bonjour Amandine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Pour Soi. Mais ravie d'être là, merci pour l'invitation. Alors on va commencer tout de suite par les questions. Donc première question, l'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est exactement et en quoi ça consiste ? Alors l'hypnothérapie, c'est une thérapie parmi tant d'autres, c'est une approche qui utilise l'hypnose. Elle fait partie des thérapies brèves. Donc ce qu'on entend par thérapie brève, c'est dans le but d'avoir des résultats rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'on reste en surface ou qu'on est, superficiel. C'est une thérapie qui peut aller très en profondeur. Ce que ça fait, c'est qu'on travaille en hypnose. Donc l'hypnose permet en fait de basculer le niveau de conscience ou la fréquence du cerveau dans des niveaux θ ou encore plus bas. Et là, ça permet en fait d'avoir un accès à l'inconscient. Alors qu'est-ce que l'inconscient ? C'est toujours une de ces grandes questions. Il n'y a pas vraiment de définition propre à l'inconscient, sûrement qu'il y en a, mais moi comme j'aime décrire l'inconscient, c'est cette partie de soi qui, malgré le fait que l'on sache que l'on devrait faire autrement ou réagir autrement, il y a comme quelque chose de plus fort que nous qui nous maintient peut-être dans des schémas, dans des automatismes, qui créent des tensions qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, etc. Donc voilà, l'hypnose permet d'aller travailler avec cette partie-là de nous, donc c'est toutes les automations aussi, c'est toutes les choses que l'on fait, que l'on pratique depuis, on va dire, des années, et puis on a toujours fait comme ça. C'est aussi le berceau de toutes nos croyances, puis les vraies croyances, je veux dire des croyances qui sont c'est tellement des croyances qu'on ne se dit même pas que ça pourrait être autre chose. C'est aussi où on retient de l'information qui peut-être est de l'ordre du trauma. Alors pour tout ce qui est traumatologie, il y a aussi le MDR et puis les personnes qui sont spécialisées en traumatologie qui vont plutôt prendre soin de ça. Donc voilà un petit peu l'hypnothérapie, c'est tout ça. Et pour moi souvent, on m'a posé cette question. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'hypnose dans le sens où quand on va dans l'inconscient, en fait, on a peur de ne pas savoir qu'est-ce qui va sortir, en fait. Un peu comme quand on va voir une psychologue, on a peur de ce qui va ressortir. Est-ce que ça peut être contrôlé ? Est-ce que, de toute façon, je pense que tu es dans un cadre où il y a quand même... le patient ou la cliente va être protégé, on va dire. Et donc, est-ce que tu sens venir des choses ou comment ça se passe ? Alors, je fais tout pour baliser un maximum pour justement qu'il n'y ait pas ce que moi j'appelle les glissements de l'inconscient. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que parfois il y a une information qui a envie de venir spécifiquement. Généralement quand c'est le cas, c'est que la personne elle est prête, que c'est le moment, ça doit sortir. Mais peut-être qu'on n'a pas envie de forcément revivre certaines choses. Donc là, c'est plutôt des choses qui vont se passer quand on est dans des états d'hypnose et de transe un petit peu plus profonds et qu'on fait ce qu'on appelle de la régression, c'est-à-dire qu'on repart un petit peu dans le passé. Comment moi je fais, c'est je balise à fond, donc j'ai ce qu'on appelle des interrupteurs ou je mets en place en fait des coupeurs de courant au cas où la personne, je sens qu'elle est en train de vivre quelque chose qui ne lui convient pas, je peux la ramener tout de suite un état de conscience normal comme on est en train de se parler là.
Après, il y a d'autres aspects, donc, quand on parle des peurs, justement, les appréhensions que les gens ont souvent avant de faire de l'hypnose, c'est cette fameuse perte de contrôle, hein, de est-ce que je vais faire des choses que je ne vais pas m'en rappeler ou je ne suis pas en contrôle. Non. À nouveau, ce qu'on dit, c'est on ne vous donne pas de la drogue. Vous êtes parfaitement conscient. On travaille avec l'inconscient. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconscient. Il y a toujours une partie de vous qui va rester éveillée, réveillée. Après, il y a des modifications en fait d'état de conscience. Donc souvent les personnes elles vont rapporter après la séance, ah là je vous suivais très bien, puis après d'un coup je sais plus ce que vous disiez, j'étais ailleurs, je suis partie, mais je suis revenue, puis voilà. Donc ça c'est des fluctuations en fait de l'état d'hypnose qui sont tout à fait normaux. Puis bien entendu, une personne si elle ne veut pas entrer en état d'hypnose, elle va mettre en place toutes les résistances. Donc voilà, et j'ai toujours une position, certes peut-être un petit peu plus haute dans le sens où on a quand même un peu le dessus, même s'il ne faudrait pas que je le dise, parce que beaucoup d'hypnothérapeutes diraient non, il ne faut surtout pas le dire, mais quand même, l'hypnose à un moment donné, on a quand même une interaction où on prend le lead, c'est-à-dire que c'est moi qui vais prendre un petit peu les rênes de la séance, mais c'est quand même une interaction avec la personne, et il n'y a aucun moment où est-ce qu'on devient dominant. Par exemple, si beaucoup de personnes connaissent Mesmer, c'est un des... voilà, lui il fait de l'hypnose de spectacle, c'est pas de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose de spectacle, voilà, on est sur du divertissement et effectivement, il a une approche qui est très dominante. Il donne des ordres. Et pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, par exemple, si une personne ne croit pas en l'hypnose, est-ce qu'il y a intérêt à qu'elle vienne essayer? Ou quand on ne croit pas en l'hypnose, ça ne peut pas fonctionner? Alors, de toute façon, l'hypnose, ça existe. Vous avez entre 5 à 7 moments d'hypnose ou d'état de conscience modifié en légère transe par jour. D'accord ? C'est les fameuses fois où on est en train de lire quelque chose, on sait qu'on est en train de lire et les yeux qui bougent, mais on n'est pas du tout en train de retenir l'information parce qu'on est autre part. Ah, mais je ne savais pas que c'était de l'hypnose. Parce que moi, par exemple, souvent on le dit... C'est un état hypnotique, c'est pas de l'hypnose, c'est un état hypnotique. Ah oui, parce que par exemple, au volant, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à des personnes où on se rend compte qu'en fait, on n'était même plus là. On n'était même pas en train de... Il y a une partie de l'attention qui est quand même focalisée pour qu'il y ait des réflexes habituels. Sur un coup, il y a quelque chose, c'est tellement automatisé que c'est automatique, c'est instinctif. Mais vous êtes complètement ailleurs dans votre tête, vous êtes dans vos pensées. Ça, c'est des états de transe, mais très légers. L'état de transe que l'on va avoir en hypnothérapie, il est plus profond, mais ça dépend aussi de l'individu, ça dépend aussi de la personne. Quelle est sa réceptivité, à savoir qu'en moyenne, on est à 90% de taux de réceptivité dans la population générale. Okay, les raisons pour lesquelles une personne ne serait pas réceptive à l'hypnose, c'est généralement plus à voir avec ses capacités intellectuelles qu'autre chose. Ah, je ne savais pas. Donc, c'est pas le fait qu'elle n'y croit pas, en fait. C'est simplement que... Non, elle n'y croit pas. Mais moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes en hypnose avec un mouvement hypnotique, c'est-à-dire par exemple un bras qui est levé en suspension et qui me disent là je suis pas en hypnose. Dans tous les cas, même les plus sceptiques peuvent réussir avec l'hypnose. Voilà, après c'est rare d'avoir des très très sceptiques qui viennent faire de l'hypnose. Voilà. Ça, il faut le dire aussi, hein. Souvent, les gens qui viennent faire de l'hypnose, c'est qu'il y a déjà une ouverture et puis ils y croient un petit peu, même s'ils sont complètement gardés. Autrement, ils ne viendraient pas faire la séance. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'épreuves que tes patients ou clients traversent et sur lesquelles tu les aides à aller mieux pour qu'on puisse se projeter un peu? Alors, moi, je ne fais pas partie des hypnothérapeutes qui font, par exemple, les arrêts du tabac. Je suis terrible pour ça. Je suis nulle, en fait. Je le dis vraiment, je n'ai pas des bons résultats avec ça du tout. Mais on a certainement certains qui sont très bons, donc voilà. Mais moi, c'est bien de savoir ses forces et ses faiblesses, hein. C'est très bien. Mais oui. Et franchement, je m'y suis attelée, et puis au bout d'un moment, j'étais là, mais non, ça c'est pas le truc pour moi. Tout ce qui est addiction, etc., c'est pas mon dada, c'est pas là où j'ai un truc. Par contre, tout ce qui est gestion du stress, angoisse, là, c'est bon. Tout ce qui a à voir avec la performance, la préparation mentale pour les sportifs, là, c'est bon. Et donc, tout ce qui est justement performance, on a aussi là-dedans les aspects de gestion de la douleur. Très important, c'est quelque chose de très puissant que l'on peut faire en hypnose. C'est aider les personnes par exemple, toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques,
l'hypnose peut être vraiment un sérieux allié. Ça ne veut pas dire que la douleur va complètement disparaître, hein, mais on peut réduire la douleur et puis la personne elle peut peut-être gérer, accueillir cette douleur différemment. Et puis il y a tous les aspects qui ont à voir aussi avec des moments de vie difficiles où on a des deuils, des ruptures à faire. Des deuils, que ce soit des deuils au niveau des relations, mais ça peut aussi être des deuils de situation, ça peut être, voilà. Le deuil, c'est un sujet qui est très large en fait. Donc là, c'est un petit peu plus ma niche, les choses que je fais habituellement. Puis bien sûr, il y a tout l'aspect, je l'ai dit au début, angoisse, gestion du stress, tout ça, ça vient aussi avec la confiance en soi, tous ces aspects-là. Absolument. Et en moyenne, un accompagnement en hypnothérapie, donc tu as dit que c'était assez court, mais c'est combien de temps, combien de séances à peu près? Je dirais entre 3 et 5-6 séances par thématique. Alors c'est là, je tiens à préciser un truc, c'est que il y a aussi dans les fausses croyances autour de l'hypnose, il y a un peu ce côté « Ah ben c'est magique, vous allez dans l'inconscient, puis vous allez tout faire, et puis moi, voilà, hein, je me laisse faire, et puis j'ai rien d'autre à faire. » Et en fait, non, il y a certaines problématiques, il faut qu'on s'y prenne à plusieurs reprises par différents angles, parce que c'est complexe en fait. Hein. On va un petit peu, des fois je vois ça un petit peu comme la restructuration, quoi. On remodélise des choses, donc en premier on enlève des trucs, après on restructure, après on décore, enfin voilà, c'est un processus. Et puis il y a aussi un autre aspect de l'hypnose qui souvent en fait, c'est pas que ça déchante les clients, mais c'est qu'ils ne s'en rendaient pas forcément compte. C'est qu'on a beau avoir des gros changements qui se placent sur un plan inconscient, n'empêche qu'il faut aussi faire des changements au niveau conscient. Par exemple, si la personne elle vient parce qu'elle a un souci, un problème de rupture, elle n'arrive pas à sortir la personne de sa tête, etc., très bien. On va pouvoir diminuer ça, mais si la personne derrière, elle est en train de, à nouveau, aller regarder sur toutes les photos, les machins, elle va, si vous voulez, réactiver un petit peu le processus. Donc, il y a un moment donné, il y a aussi des choses à mettre en place de son côté. C'est quelque chose que j'allais te demander parce que l'hypnothérapie, donc quand ils sont avec toi, on peut régler les problèmes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peuvent, je sais pas, des outils, des exercices que tu leur donnes pour les aider dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, en fait, pas retourner, par exemple, regarder sur Instagram ce que son ex est en train de faire, enfin, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Tu donnes des clés aussi? Comment ça se passe? Il y a des choses à mettre en place, il y a des exercices d'après-séance, des choses à faire. En fait, c'est une thérapie. De nouveau, donc il y a une prise en charge et sur le plan inconscient, qui est celui qu'on fait le plus, mais il y a aussi des choses à mettre en place au niveau conscient. Et ça, trop souvent, en fait, il y a un petit peu, pas une désillusion, mais on s'en rend pas compte, en fait. Mais c'est un peu comme tout, en fait, on n'a rien sans rien, quoi. Il faut quand même investir, il faut vraiment être capable derrière. Donc c'est bien de faire le premier pas, d'aller voir un thérapeute, mais derrière il faut entretenir ce qu'on apprend en fait dans le cabinet du thérapeute. C'est ça, c'est l'entretien qu'il y a après, par exemple, parce que là ça peut donner un petit peu confusion, du genre mais alors pourquoi est-ce que j'irai ou pas, voilà, si de toute manière je dois travailler après. Mais un exemple c'est, il y a quelques années j'ai eu une cliente qui est venue, moi je les appelle des clients chez moi, hein, c'est pas des patients. Mais elle m'a été envoyée plutôt jeune et en fait elle avait une agoraphobie. Donc elle ne sortait plus de chez elle. C'était compliqué pour elle de sortir de chez elle, il fallait qu'elle soit accompagnée, etc. Ça faisait depuis un très long moment que ça dure et on est une année et quelques que ça dure suite à... Il y a eu un incident, après il y a une angoisse qui s'est mise et puis au fur et à mesure, en fait c'est le genre de choses que l'on laisse, qu'on ne traite pas dès que ça vient puis ça commence à s'infiltrer sur différentes dimensions de la vie du quotidien et du coup après des mois et des mois de cela, agoraphobie, je n'arrive plus à sortir de chez moi, etc. Donc elle faisait une thérapie, etc. Puis quelqu'un lui a donné mon contact. On a fait 2 séances. Au bout de la 2e séance, elle venait toute seule à sa séance. Donc c'est des changements qui arrivent quand même très vite. Les changements peuvent être là, mais derrière, elle a quand même une tendance à l'angoisse. Donc elle doit quand même mettre en pratique les différents exercices qu'elle doit faire pour entretenir. Oui, c'est ça en fait. Dans tous les cas, il faut qu'on continue à pratiquer. On a besoin de thérapeutes. Si on a besoin d'aide, il faut pas hésiter à aller demander de l'aide à une personne, mais aussi qu'il faut qu'on soit soi-même en fait préparé à faire des choses, des actions pour aller mieux en fait. C'est tout l'aspect de la responsabilisation de son bien-être. Et responsable ne veut pas dire coupable. Mais effectivement,
La personne, elle doit être active dans son cheminement intérieur et dans le bien-être qu'elle a envie de créer pour elle. Moi, je ne peux pas faire les choses à la place de l'autre. De la même manière, c'est une des choses que je dis quand on commence les inductions. Si je vois que la personne elle est un petit peu en résistance, ou ça c'est plutôt vers les jeunes. Je fais pas mal avec les enfants aussi, les tout petits. Souvent, ils sont en mode elle va faire quoi, je vais la résister, etc. Et puis souvent, j'ai juste pas le temps. Alors je boycotte tout de suite et je dis écoute, on doit travailler ensemble parce que sache un truc, si toi t'as pas envie de rentrer en hypnose, t'es plus fort que moi. Voilà. Donc on boycotte et puis on travaille en fait ensemble et ça passe quoi. Question suivante, tu m'as dit que l'hypnothérapie pouvait aussi aider dans l'affirmation de soi, aider les personnes à être elles-mêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, quel est le processus? Alors c'est déjà d'aller voir où c'est que ça bloque. Donc souvent la personne elle va arriver elle va décrire quelque chose dont le style j'ai l'impression que je suis pas vraiment moi quand je suis dans ces situations où je sais pas, c'est comme ça quelque chose qui manque, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, etc. Un être humain, souvent, au tout début, hein, quand on est né, enfin je veux dire, c'est bon quoi, on est né digne. Dire, on se pose pas les questions de comment est-ce que machin, on sait ce qu'on veut et puis on y va droit au but. J'ai faim, point. C'est plus tard par la suite, au fur et à mesure que qu'on se socialise, que la psychologie se développe, que les choses se complexifient. Donc, premièrement, comme pour n'importe quelle séance d'hypnose, on a l'entretien en premier. Je veux dire, les personnes, elles arrivent, on discute. Et après, en fonction de ce qu'elles me racontent, moi, je construis le protocole. C'est comme ça que moi je travaille. Je sais qu'il y a d'autres hypnothérapeutes, c'est bonjour, vous venez pourquoi? Ah très bien, hop, je vous sors le script, installez-vous madame, monsieur, mettez le casque, ou non, il y en a qui mettent un casque, écoutez le son de ma voix, bi. Ok, pas comme ça comme moi j'ai été formée, du tout. Moi c'est complètement, c'est une autre approche. Justement une autre approche qui se calibre sur la personne, est-ce qu'elle vit, et son histoire à elle, avec ses mots à elle. Et ses images à elle. Donc, l'aspect pour l'affirmation de soi, dans un premier temps, c'est d'aller vraiment retrouver un petit peu ce cocon intérieur dans le sens de moi je suis moi et puis j'ai pas encore les interactions avec les autres. Je me reclarifie et je me restabilise à ce niveau-là. En fait, c'est couper tous les bruits environnants parce que souvent, quand on oublie qui on est vraiment, parce que moi j'ai beaucoup de filles en particulier qui me disent, parce que je leur dis mais il faut juste que tu sois toi-même, et elles me disent mais en fait je pense que je sais même pas qui je suis moi-même. Et ça c'est, en fait on a grandi au collège, au lycée, tout ça, on essaye de rentrer un peu dans les moules et de se chercher une identité alors qu'au fond, je pense, hein, c'est mon avis, on l'a toujours au fond de soi. Mais c'est juste que des fois, on coupe un peu la petite voix au fond de nous pour pouvoir s'intégrer. Et voilà, donc c'est de se décensurer d'une certaine manière, de se réautoriser à être, parce que tout ça, ça fait partie justement des processus de je vais me conformer aux attentes que je perçois que les autres ont par rapport à moi, ou bien à ce que je perçois être juste ou le mieux pour moi. Donc, si ça honore l'essence de la personne de base, tant mieux. Mais si ça va contre sa nature, on a tout d'un coup des choses à restructurer. Donc, l'affirmation de soi, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est de revenir un petit peu, c'est comme si on fait émerger à nouveau ces aspects de nous, et aussi à l'aspect de se désolidariser un petit peu des liens des autres, ou bien de situations, etc. C'est lever les interdits, il y a beaucoup de ça. Lever les interdits, c'est de pratiquer aussi une certaine forme d'affirmation de soi si c'est par rapport à certaines situations ou certaines personnes, où on va les renforcer justement peut-être la confiance en soi. Si par exemple la personne elle a une appréhension, je ne sais pas, d'aller parler avec certains collègues au travail, alors là on va vraiment travailler spécifiquement là-dessus en hypnose pour qu'elle se sente à sa place. Et c'est vraiment chouette. Moi, pour ma part, j'avais eu, au tout début, quand je me faisais former à l'hypnose, pour n'importe quelle formation que l'on fait en développement personnel, c'est avant tout aussi un travail sur soi, il faut le savoir. Et c'était clair au niveau de l'hypnose c'était clair que durant en fait, une séance de pratique d'hypnose entre futurs thérapeutes,
ben moi je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui avait pas une bonne éthique en fait de l'hypnose. C'est aussi un truc que je tiens à dire à propos de l'hypnose, c'est un outil qui est puissant. Et comme n'importe quel outil qui est puissant, eh ben on peut faire des miracles, comme on peut faire aussi tout le contraire. Voilà, des désastres, exactement. Et pour ma part, en fait, pendant qu'on pratiquait entre futurs hypnothérapeutes, moi je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui, donc un homme pour ma part, et qui n'avait pas du tout une bonne éthique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au tout début, j'ai parlé un petit peu de ces différentes positions, d'avoir une position basse ou haute. Ben, lui, il avait plutôt une position de dominant tout de suite. Et du coup, on a fait une hypnose où ça s'est pas très bien passé pour moi, parce que il n'a pas du tout compris ma demande, il n'a pas pris le temps en fait de comprendre mon univers, etc. Il m'a plongé dans un truc qu'il avait projeté. Et du coup, moi, j'ai vécu un truc qui n'était pas forcément très agréable. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé là-dedans, c'est que moi, je me suis rendu compte que face à des hommes, j'avais tendance à me soumettre directement. J'osais pas dire non, etc. Et puis du coup, c'est le formateur qui a dit, Jennifer, peut-être qu'il y a ça à aller travailler. Hein. J'étais là, ok, on va aller travailler là-dessus. Voilà, donc j'ai fait 2 séances d'hypnose. Et des semaines plus tard, je me suis retrouvée devant mon ancien patron qui a voulu commencer à me proposer des choses qui étaient juste, ça c'était pas du tout en cohérence avec ce qu'on avait discuté, enfin non, ça n'avait rien à voir avec le contrat de base. Et d'habitude, j'aurais fait, oui d'accord, alors je vais y réfléchir, et puis je me fais un son d'encre, et puis tu sais, t'as mal au bide parce que t'es mal, puis tu dis non, ça va pas. Et là, je ne sais où, j'ai fait, écoutez, non, puis je me suis affirmée, mais direct, quoi. Non, ça va pas le faire, bam, 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 ça va pas avec ce que je veux, je suis pas d'accord. Et en fait, c'était un truc de fou. Il y avait vraiment eu un switch mental qui s'était fait. Ouais, en 2 séances, tu as pu voir tout de suite en fait le résultat. C'est ce fameux côté automatique. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai même pas réfléchi, c'était naturel. Mais par contre, tu as souligné quelque chose de très important, et ça j'en avais parlé avec les psychologues que j'ai interviewés, c'est que le plus dur c'est de savoir si on tombe sur le bon thérapeute pour nous-mêmes. Et ça c'est très compliqué, c'est aussi comment savoir qu'un hypnotiseur est fait pour nous. Déjà c'est je pense la sensation. Il y a le feeling, mais plus que ça, il y a aussi le est-ce que je suis écoutée et entendue, vraiment. Pour ma part, c'est aussi le côté que pour moi l'hypnotiseur il n'a pas besoin d'un script. Parce que dans l'école dans laquelle j'ai été formée, c'était si vous avez besoin d'un script, c'est que vous êtes en fait en train de résumer la problématique de cette personne à la même problématique que des dizaines et des centaines de personnes précédentes. Alors que chaque personne est unique. Et on n'écoute plus à ce moment-là en fait. Non, puis chaque personne est unique. Et est-ce que j'ai le feeling? Et puis regardez aussi la formation de l'hypnothérapeute. Depuis combien de temps est-ce qu'il est installé? Quelle est sa réputation? Ça sert à ça les avis. Hein. Ça sert à ça les avis. Et puis c'est... est-ce que vous avez le feeling ou pas? Moi, il y a des personnes, non, elles ne me conviennent pas. Et c'est ok. Elles peuvent convenir à ma pote, mais à moi, non, ça ne le fait pas. Et ça, c'est ok. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de si vous avez un problème ou si l'autre il a un problème. C'est juste des fois, ça ne matche pas. Et c'est ok que ça ne matche pas. Absolument. Et pour revenir sur l'affirmation de soi, aussi l'affirmation de soi dans le monde du travail, comme tu l'as dit, c'est aussi très important. Toi, avec ton cas, en fait, ce que tu nous as expliqué, ta propre expérience, c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas quoi faire dans la vie aussi, même à un âge avancé, à 30 ans, on peut se dire, mais en fait, je ne sais pas du tout ce que je veux faire et ce que je fais là, ça ne me plaît pas. Et l'hypnose, c'est ça, c'est en fait... Je pense d'aller un peu plus profondément et d'essayer de comprendre ce que l'on veut vraiment. Ça, tu arrives en fait avec une séance d'hypnose à faire sortir... À faire sortir ou en tout cas à débloquer. Parce que souvent, mis à part ça, si on creuse, la personne, elle sait ce qu'elle veut faire. C'est juste que avant tout ça, quand elle se projette, elle se dit mais c'est impossible, c'est inatteignable. Ça va me demander trop d'efforts. Je ne sais pas si j'en suis capable. Ça va être trop inconfortable, ça va demander à tout mon entourage de devoir se restructurer, je n'ai pas le droit d'eux, il y a un risque, voilà, il y a tout ça qui se passe. Et il y a aussi des personnes, surtout dans le monde du travail, pour son entourage ou pour son image, qui n'osent pas aussi
changer de voie, par exemple, faire quelque chose qui pourrait être aux yeux des autres peut-être moins ambitieux, ou voilà. Et ça, souvent, les gens, ils sont sur la retenue et ils veulent pas être eux-mêmes parce qu'ils ont peur aussi de l'image qu'ils peuvent projeter. Et par exemple, je sais que j'en ai parlé avec des psychologues ou même j'ai interviewé une sophrologue. Elle disait par contre qu'il y a des champs d'intervention où à ce moment-là, ils demandent à un autre praticien de prendre la relève. Est-ce que toi, il y a des choses, des champs d'activités que tu ne peux pas faire ou que tu demandes de l'aide, par exemple, à un psychologue à côté Bien sûr. Alors par exemple, pour la dépression, il y a certains niveaux de dépression où on n'arrive même pas à entrer en hypnose. Parce que la personne, elle ne peut pas. Elle n'arrive pas parce que là, typiquement, neurologiquement, en fait, ça ne fonctionne plus. Elle n'arrive pas à garder son attention, elle n'arrive même pas à imaginer. C'est là où je disais, dans les facteurs qui vont déterminer, dans les facteurs déterminants pour entrer en hypnose, il y a tout l'aspect cognitif. Parce que l'hypnose, quand même, il faut pouvoir imaginer, il faut pouvoir se concentrer aussi. Donc, ça, mis à part ça, c'est quelque chose. Donc par exemple, avec les enfants qui sont hyperactifs et qui ont un trouble de l'attention, c'est une hypnose différente. C'est une hypnose où on va descendre, on va remonter, on va descendre, on va remonter, on va descendre, on va remonter, parce qu'ils arrivent parfois juste pas à se concentrer assez longtemps. Et tout d'un coup, à un moment donné, il y a une bascule, et ils arrivent à se concentrer, et puis ils sont en état d'hypnose pendant, on va dire, 10-15 minutes, ils ne bougent plus, il n'y a plus la jambe qui bouge, il n'y a plus les bras qui bougent. C'est génial pour eux aussi parce qu'ils sont là, waouh, c'est super, je suis détendue, donc c'est super. Donc voilà, mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des cas que je ne prends pas? C'est, bien sûr, il y a donc des cas de dépression trop majeurs. Je peux essayer d'accompagner, mais je dis, mais c'est pas avec moi qu'il faut travailler parce qu'on peut pas, là, on peut juste pas travailler ensemble. Il y a les cas de trauma qui sont trop importants. Où là, je préfère renvoyer vers justement des personnes qui sont spécialisées là-dedans. En fait, là, à ce moment-là, c'est l'intervention, ça serait plus la personne va voir le psychologue et après, elle vient voir l'hypnotiseuse pour, on va dire, soit terminer le travail, soit faire les choses un peu différemment. Mais c'est, on va dire, un travail un peu d'équipe, on va dire. Exactement. Moi, il y a plein de fois où moi, je ne suis pas la première adresse chez qui il faut aller. C'est plutôt en fin de travail, on peut justement aller donner un petit peu les choses, débloquer des ressources, développer des ressources aussi. C'est vraiment chouette, quoi. Il y a vraiment ce après. Si la personne, elle vit vraiment quelque chose de difficile, elle a fait une psychothérapie, qu'elle est encore en train de faire une psychothérapie, il faut voir. Récemment, il y a quelqu'un qui a cru qu'elle était prête, en fait, à passer à cette prochaine étape dans sa thérapie. Et en fait, au bout de 2 séances, elle s'est rendue compte, non, j'ai encore besoin de travailler des choses de fond. Ok, go. Mais alors, l'hypnose peut être complémentaire à cela, effectivement. Très complémentaire. Bah surtout que quand on va dans l'inconscient, on se rend compte de certaines problématiques dont on n'avait pas connaissance. Et c'est peut-être aussi sur ces problématiques qu'un psychologue peut intervenir. Mais il faut déjà les connaître. Voilà. Mais un autre qui me vient en tête, c'est tout ce qui a à voir avec les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Dépendamment du trouble et de la gravité, il y a quelqu'un d'autre qui accompagne, ça c'est sûr. Alors pour conclure l'interview, j'aime bien poser 3 petites questions. Oui. Alors la première, y a-t-il un livre qui a changé ta vie? Oui, il y en a plusieurs. Donc il y a Le Serpent Cosmique, c'est un anthropologue, son nom m'échappe, mais c'est un anthropologue qui a été en fait vivre avec un peuple indigène en Amazonie. Et qui a été stupéfait de leur connaissance en fait dans les différentes plantes qu'ils utilisent. Et puis quand il a commencé à poser des questions, mais tiens, comment est-ce que vous savez que ça c'est le poison, puis cette plante là et seulement celle-là c'est l'antidote à ce poison? Donc on lui répond, c'est les plantes qui nous ont dit. Et que justement il va un petit peu plus loin et il y a tous ces rites où ils prennent en fait de l'ayahuasca et ils se mettent en transe et du coup ils ont accès à cette conscience de la nature. Bon, ça a complètement en fait un petit peu changé ma perception d'énormément de choses parce que plus que changer, c'est venu confirmer des choses que je pensais déjà et j'étais là, bon ok, il y a ce qu'on sait là maintenant, puis après il y a tout ce que l'on ne sait pas, l'impalpable, et puis le côté justement que des gens ils se mettent dans des états de conscience modifiés et ils ont accès à des informations très précises. Ouais, je trouve ça hyper cool. Dans le même registre, il y a aussi Les Tribulations d'une chamane à Paris de Corinne Sombrin,
qui est dans le même registre. Elle, c'est une femme française qui tout d'un coup s'est retrouvée durant... Elle était journaliste à la base et puis elle s'est retrouvée, je crois, en Mongolie à devoir faire un article sur une chamane. Et puis pendant qu'il y avait la cérémonie de chamanisme, ben, elle-même, elle s'est rendue compte qu'elle était chamane, en gros. Donc, en fait, de cette dame, hein, Corinne Sombron, ben, il y a eu des études qui ont été faites. Ça a ouvert la porte, en fait, à faire des études plus approfondies pour comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, quand la personne elle est en transe. Et puis, voilà un petit peu mes 2 grands livres auxquels j'avais pensé pour répondre à cette question. Mais c'est vrai que quand on est face à des sceptiques, parce que c'est vrai qu'il faut quand même y croire à tout ça, comment on va dire, à quelque chose, on va dire, plus grand, autre que, on va dire, la réalité qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai, et pourtant c'est quand même de plus en plus étudié toutes ces choses, et il y a beaucoup de preuves de l'existence de tellement de choses, et c'est très intéressant, je ne connaissais pas du tout ces livres. L'hypnose par exemple, pendant très longtemps, enfin l'hypnose à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle était reconnue comme pratique médicale, ok ? Parce que tout ce qui avait des gestions de la douleur, etc., ce que j'en ai parlé au début, c'était reconnu. Maintenant, les hôpitaux à nouveau recommencent à explorer le fait de faire des opérations sous hypnose. Ils préfèrent en fait, par exemple aux HUG, donc l'hôpital universitaire genevois, il y a toute une section justement pour accompagner en fait sous hypnose. S'ils peuvent faire en hypnose, ils préfèrent parce que au niveau de la récupération, sans anesthésie, ben, c'est mieux pour la personne. Et quelle a été la cassure en fait ? Qu'est-ce qui a fait, je ne sais pas si tu es au courant par rapport à l'histoire de l'hypnose, mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté puis c'est revenu ? Je ne sais pas précisément, mais ce qu'on entend souvent, c'est l'aspect pharmacologique en fait, qui tout d'un coup a pris le dessus. À un moment donné, quand on sait que la personne elle peut développer ses propres ressources par elle-même avec des thérapies dites alternatives, ben c'est difficile de se faire de l'argent dessus du long terme. Mais ça, c'est la preuve. Et je pense qu'il y a énormément de... Moi, je reçois énormément de résistance de la part de thérapeutes classiques qui sont plutôt allés dans la quarantaine, la cinquantaine, d'accord, qui disent de toute façon, ça ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi, etc. Ben, parce qu'ils ne comprennent pas. Et pour eux, c'est impossible. C'est impossible, en fait, que, typiquement, ma patiente qui était agoraphobie, enfin, ma cliente qui était agoraphobe, en 2 séances, tout d'un coup, elle est en train de sortir de nouveau. Tout va bien. Après, le plus dur, et c'est comme dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis sur ces choses-là alors qu'ils ont elles-mêmes jamais testé. Oui, c'est ce que j'allais rebondir sur ce que tu as dit de « Ah, il y a quand même les sceptiques ». Alors moi, à chaque fois que j'ai des sceptiques, ils disent « Ah, mais bon, ah non, mais moi, c'est pas ça, je suis quelqu'un sceptique, pragmatique ». Je fais « Ah, donc vous avez étudié la chose ». Non, c'est juste que je n'y crois pas ». Ah, donc vous êtes une personne de foi. Vous n'y croyez pas. Et généralement, ils savent pas quoi dire, et puis soit ils s'énervent, ou soit ils font un truc. Mais moi, je n'ai pas de science infuse, je ne sais pas les choses. Par contre, je suis curieuse. Et à la base même, la science, c'est de la curiosité. Donc, voilà, quand on entend tout de suite les résistances, très bien, ok. Mais allez explorer. Faites une fois ces choses. Et après, venez dire, moi j'ai essayé, ça ne me convient pas. Très bien. Mais ça, c'est un autre problème, c'est pas qu'on n'y croit pas parce qu'on l'a pas testé, mais là, c'est parce que ça ne nous convient pas, en fait, tout simplement. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, même, on en parlait tout à l'heure des avis. Les avis, ça peut être bien, mais ça peut être aussi pas bien, parce que chaque personne est différente, chaque personne est unique. Ce qui peut convenir à une personne ne peut ne pas convenir à une autre personne, mais tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas le savoir. Exactement. Et puis moi, pour ma part, j'ai parlé de ça à énormément de personnes, des personnes qui sont très scientifiques. Je te jure, il y a des personnes qui sont ouvertes et qui sont bien dans leur peau. Elles sont là, ah ouais, peut-être, elles sont ouvertes. Ils disent, ok, j'en sais rien, mais d'accord. Et après, il y a les autres qui sont là directement, non, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, c'est des... Ok, bon. Mais après, ça, c'est des mindsets, et souvent, c'est des personnes qui ont des pensées limitantes qui bloquent beaucoup de choses. Mais ça, c'est encore un autre volume. Hein. Qui ont peur, tout simplement, qui ont peur. Parce qu'il y a derrière, il y a plein d'exemples extrêmes de fois où ça s'est mal passé. Et effectivement, il faut qu'on les prenne en compte, quand même. Parce qu'il y a eu pas mal d'abus, par exemple, avec l'hypnose. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu l'âge noir de l'hypnose, on va appeler ça comme ça, où il y avait beaucoup d'abus. Il y a eu pas mal de témoignages d'abus durant les séances.
D'où l'importance aussi d'être conscient et d'être à l'écoute de ses émotions, tout ça. C'est que si ça se passe bien, c'est que ça doit bien se passer. Mais si on commence à... Si on commence à sentir que c'est pas top, partez. Mais vraiment partez, quoi. C'est sûr. Question suivante, as-tu une citation qui t'a marquée ? Oui, il y en a deux. Une, c'est, et je l'ai sur mon site, ce que tu résistes persiste, ce que tu fuis te suit, mais heureusement ce à quoi tu fais face s'efface. Et tout ce que tu as visualisé peut se réaliser. Ce qui pour moi est très très riche en fait d'informations. Ça donne un petit peu les bases pour moi du développement personnel et de ce cheminement. Puis il y en a une autre qui est plutôt, je ne sais pas si c'est une citation ou plus un dicton, c'est l'humour c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer. Pas mal. Voilà, et je l'adore parce que ça amène un petit peu plus de légèreté et l'humour, ça peut vraiment sauver des vies. Alors Jennifer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus ou qui souhaitent tester l'hypnothérapie? Où est-ce que l'on peut te retrouver? Je sais que tu es en Suisse, toi, par contre. Oui, je suis à Genève. Alors, moi, je suis beaucoup sur Instagram. Pour ceux qui écoutent des podcasts, il y a aussi mon podcast et dessus, il y a 2-3 enregistrements d'auto-hypnose. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'auto-hypnose, mais bon, ça sera un autre truc. Et puis, souvent on me pose la question, est-ce que tu fais des séances d'hypnose à distance? Oui, mais j'en fais pas beaucoup, puis ça dépend toujours de la thématique. Donc voilà, il y a certaines thématiques, c'est mieux du présentiel. Et je dirais même aux gens, honnêtement, profitez d'avoir quelqu'un dans votre région et faites en présentiel. L'hypnose, c'est quand même autre chose qu'en visio. Mais à la rigueur, n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, à envoyer un message sur Instagram pour déjà voir si ça peut être possible selon la problématique. Et juste le nom de ton podcast, c'est Only Up To You, c'est ça? Exactement, ouais. Super, je mettrai le lien dans tous les cas dans la barre d'infos pour qu'ils puissent retrouver tout ça. Cool, merci. Merci beaucoup Jennifer, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien de la page Instagram de Jennifer ainsi que son site internet. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.